Julien Cheïda, bonjour. Bonjour. Après les bombardements qui ont frappé des installations énergétiques en Ukraine, l'électricité vient à manquer dans les villes et les civils s'habituent à vivre dans l'obscurité. Effectivement, on va prendre un exemple avec Kiev, la capitale, où plus de 70% des habitants étaient hier sans électricité. Regardez cette photo publiée par le Kyiv Independent de ces personnes attendant un bus à l'arrêt de bus, tout simplement, avec une ville qui est totalement plongée dans le noir. C'est désormais le quotidien de plusieurs millions de civils dans tout le pays. Pas d'électricité, pas de lumière, ni de chauffage, donc, alors que les températures ont chuté dans toute l'Ukraine. Autre photo symbole, un peu symbolique, que je voulais vous montrer, justement à propos de cette rédaction du Kyiv Independent. Elle a été tweetée hier soir avec cette photo. Comment est-ce qu'une rédaction fonctionne? Eh bien, sans électricité, tout simplement. Elle s'éclaire, vous le voyez ici, à la bougie, avec des journalistes qui nous disent qu'ils continueront, malgré tout, leur travail dans ces conditions extrêmement difficiles, parce que pour eux, c'est plus important, enfin c'est tout aussi important d'informer la population. Comment Le Figaro, la presse française, voit les choses? Eh bien, tout simplement, sans eau ni chauffage, les habitants de Kiev continuent de défier les frappes russes. Le Figaro qui voit dans cet état d'esprit, eh bien l'esprit de résistance que les Ukrainiens ont montré depuis le début du conflit. Le journal nous emmène avec différents personnages, ces différents personnages, notamment dans un appartement où des jeunes s'amusent et dansent ouvertement pour faire un pied de nez, disent-ils, à Vladimir Poutine. Pourquoi dansent-ils? Tout simplement parce qu'ils savent que les bombardements reprendront un jour, que l'électricité viendra à manquer encore, que l'eau viendra aussi à manquer. Désormais, c'est le système D pour une grande partie de la population. Mais rien, dit l'article, ne semble démoraliser ses habitants, même pas l'arrivée de l'hiver qui s'annonce extrêmement rude. En France, à présent, un département est au cœur de toutes les attentions à cause de l'insécurité qui règne sur place. Vous nous emmenez à 8000 km de Paris, sur l'île de Mayotte. Oui, des violences entre bandes rivales sèment le trouble sur l'île depuis une dizaine de jours environ, obligeant le gouvernement à envoyer des policiers du raid sur place. Et au milieu de tout ça, nous dit La Croix, il y a une population largement terrorisée. Le journal qui parle, vous allez le voir, d'une situation de quasi-guerre civile. Ce sont les propos qui ont été tenus par plusieurs élus locaux. Plusieurs centaines de jeunes mettent une guerre de rue, raconte le journal, et n'hésite pas à racketter la population, notamment avec des machettes. Le Figaro, lui, voit dans ce phénomène la question, un problème d'immigration clandestine. Pour le Figaro, c'est une guerre d'un autre âge, et l'immigration clandestine, qui est un fléau sur l'île d'après le journal, serait la cause de cette situation. Je cite, sur les quelques 350 000 habitants, plus de 50% de la population est étrangère, et pour la plupart en situation irrégulière, dont des mineurs isolés qui se réunissent en bande. Voilà pour la citation. Mayotte est l'un des départements les plus pauvres de France et l'île ne parvient plus à contenir le flux d'immigrés qui vient notamment de l'archipel des Comores voisines. Il y a plusieurs médias qui se posent la question, est-ce que l'État français a une responsabilité à propos de ce climat de violence généralisée? Oui, je vous le montre ici. C'est un journal suisse qui s'appelle Blick qui titre « Mayotte, l'île qui dit l'impuissance de la France ». Pour le journal, eh bien, c'est peut-être là, cette situation, c'est peut-être tout simplement l'échec de la politique française en ce qui concerne ces départements et ces territoires d'outre-mer. Pourquoi? Eh bien, parce que la France donne l'impression de ne pas pouvoir gérer une situation à 8000 km de la métropole. Comment garder le contrôle d'une île dont on n'arrive pas à gérer les frontières, écrit le journal. Comment espérer qu'une puissance qui se dit être une puissance du Pacifique en arrive à cette situation? Ce sont des questions que pose le journal et dont on n'a pas encore les réponses. Allez, on en vient à cette actualité qui est un petit peu plus festive. Ce vendredi marque l'ouverture officielle du très attendu marché de Noël de Strasbourg. Effectivement, Pauline, et ce sera donc pour cet après-midi. Voilà ce qui attend les habitants sur place et les touristes. Une place Kléber qui est une des grandes places de Strasbourg avec des chalets, des illuminations. Et vous le voyez ici, le grand sapin traditionnel du marché de Noël de Strasbourg. Pourquoi je vous parle de celui-ci? Eh bien, tout simplement parce que c'est le plus ancien, le plus ancien marché de Noël français, pardon. Sa création remonte tout de même à 1570, mais qu'on se rassure, il y a beaucoup de marchés de Noël en Alsace. Regardez le quotidien d'Alsace qui nous parle de marchés de Noël pris d'assaut à Colmar, à Mulhouse et dans plein de villages de la région. C'est toute l'Alsace qui va vivre pendant 5 semaines avec l'ambiance de Noël. Édition, à préciser, un peu spéciale cette année. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ces marchés de Noël interviennent après 2 ans de pandémie, de restrictions sanitaires. Et les dernières nouvelles d'Alsace nous parlent justement de ce phénomène qui fait qu'il y a des marchés de Noël, comme je vous le disais, un peu partout dans la région, mais aussi dans les régions voisines.
en Moselle, au Luxembourg, en Suisse, en Allemagne. Donc tout cela va créer une sorte de concurrence féroce, puisqu'il y a environ 1 million de touristes qui est attendu dans la région. Bref, si vous aimez Noël, vous aurez l'embarras du choix. Merci Julien de nous avoir plongé un petit peu dans cette